sommet d'Oilandoy, qui est là, avec un oratoire qui a été restauré dans les années 80, existe toujours. Et c'est un haut lieu. Dans les Pyrénées, beaucoup de sommets sont des hauts lieux, depuis l'Antiquité. Du côté de Luchon, on retrouve quantité de petits hôtels en pierre de l'époque romaine, qui sont dédiés à des dieux locaux, qui portent d'ailleurs curieusement des noms à consonance basque, Baigorix, Nescacha par exemple. Bon, ça c'est une parenthèse, mais ces hôtels-là sont des hôtels votifs. C'est-à-dire qu'en remerciement pour des faveurs obtenues des dieux, on fait des libations sur ces hôtels. On offre du vin en particulier, on offre de la nourriture mais du vin. Retenez bien cette donnée-là parce qu'elle va nous servir un peu plus loin. Et sur les côtés de ces hôtels, d'ailleurs, on sculpte une patène et un vase, une jarre ou une cruche à vin. Donc, les hauts lieux sont connus. Ils ont été très vite assimilés par le christianisme. Alors, bien entendu, le christianisme ne fait pas de libation, quoique, on peut voir dans la messe, quand même dans l'Eucharistie, il y a toute une part de libation. En tout cas, sur le sommet d'Oilandoy, un vieux moine protège les vignes. Et on a la chance de posséder la pièce d'archive, dans les archives du pays de Baïgori, qui raconte comment et pourquoi on a voulu ce vieux moine. Je vous lis la pièce d'archive telle que. Ce sont les archives du pays de Baïgori, donc. Le 18 avril 1706, au lieu-dit Anox, en Baïgori, la cour générale est tenue par 14 jurats, dont les noms suivent, en présence des maîtres de 32 maisons et plusieurs habitants et manants de la présente vallée de Baïgori. La cour générale décide. Les fruits du présent pays ont été grelés aux 2 dernières années et il serait nécessaire d'établir un ermitage à la montagne d'Oilarandegui pour bénir l'air et apaiser par ce moyen la colère de Dieu. En conséquence, la Cour générale décide que les jurats feront part de cette proposition aux habitants de leur hameau et qu'ils rapporteront leurs sentiments à la première Cour générale pour y être pourvus. Ça fait référence à un va-et-vient entre les maîtres de maison et la Cour générale, l'Assemblée des maîtres de maison. C'est un système un peu compliqué. Vous savez que la Cour générale en Basse-Navarre, le Bilsar en Labour, le Sylviette en Soule, étaient les institutions qui dirigeaient les provinces. C'était les maîtres de maison qui étaient les maîtres de ces assemblées. Les nobles étaient exclus de ce système-là. Le 9 mai 1706, nouvelle réunion de la Cour générale. Il y est dit « Les sieurs jurats rapportent qu'ils ont donné connaissance de la proposition en leur hameau et que tout le monde est porté à faire le dit ermitage. » Donc tout le monde est d'accord. La Cour générale délibère. Il est demandé permission à Monseigneur l'évêque de Bayonne pour l'établissement de l'ermitage sous la dédication du saint qu'il plaira à sa grandeur, avec permission de faire dire la messe par le prêtre qui servira d'ermite, approuvé par sa grandeur, et qu'à cet effet, il y sera présenté requête au nom des jurats et communautés du présent pays. Voilà donc ce qui est écrit dans les archives. C'est un peu solennel, mais en fait, les choses vont très vite. Les ermites vont être recrutés et ils vont être payés par la vallée, c'est-à-dire par les habitants de la vallée. En fait, il y a des contrats écrits à chaque ermite. Ils s'installent pour une ou plusieurs saisons, et chaque saison va de la Saint-Firmin le 3 mai à la Saint-Michel le 18 octobre à l'époque. La présence des hommes de Dieu n'a duré que 85 ans, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Leurs fonctions sont assez vagues dans les textes. Il y est dit simplement « il faut bénir l'air et autres fonctions accoutumées ». En revanche, leurs émoluments sont bien précisés. Il y a un fixe d'une part et une rétribution pour chaque messe dite à l'intention de la vallée, à la vue de son état, d'autre part. À partir de 1750, le traitement des ermites est de 300 livres, en plus de la rétribution des messes. Mais la clause est précisée,
l'ermite doit rester dans son ermitage. Or, au fil du temps, les archives en parlent également, mais je n'ai pas le texte sous les yeux, les archives disent que l'ermite commence à s'ennuyer quand même fermement là-bas en haut. Donc de temps en temps, il descend au quartier Béléchi à Baigorry, à l'auberge. Et à l'auberge, bon, il boit certainement un peu, mais surtout, alors là on est peut-être dans la légende, il joue aux mouches avec les habitants du quartier. Mais malheur à lui, si pendant une partie de mouches, les nuages s'amoncellent et la grêle tombe. Dans ce cas-là, il remonte, poussé par les habitants qui le bastonnent jusqu'au sommet. Rude de l'époque, quand même. Alors, voilà, vous voyez donc les liens entre l'alimentation, le pays, mais également l'Église. Et quand il est question de vin, bien entendu, dans le christianisme, le vin a de l'importance. Alors, on va rester dans le domaine des gens d'Église. Vous savez tous que depuis Noé, et surtout depuis Cana, le vin, la vigne sont irrémédiablement liés aux religions monothéistes. Et il est très instructif d'observer ce que les artistes disent du vin dans les églises. Vous avez tous certainement pénétré dans les églises du Pays Basque. Tout le monde est toujours très intrigué par les galeries, en général, ici en Napour. Et on reste toujours assez loin du chœur dans lequel domine le rétable baroque. Ces rétables ont pourtant une histoire très intéressante et qui nous concerne ce soir. Vous savez que les rétables ont été installés à partir du Concile de Trente, au XVIe siècle, avec tout le processus de la contre-réforme de l'Église catholique, pour essayer de lutter contre la vision que l'Église réformée a des lieux saints. L'Église réformée veut des lieux saints, sobres et très simples. L'Église catholique va prôner l'inverse. Elle va demander aux clergés et aux communautés chrétiennes d'avoir des lieux de culte débordant d'images, notamment dans le chœur, des images et des dorures, le faste. C'est l'art baroque. Et toute l'Europe va être touchée par l'art baroque, et le Pays Basque également, l'Espagne et le Pays Basque également. Et très curieusement, le Labour, par exemple, qui n'a pas été très touché par les guerres de religion, va avoir les retables baroques les plus magnifiques. Donc c'est quelque chose que les gens acceptent, et toutes les églises vont être dotées de rétables baroques. En Pays Basque, comme ailleurs, on assiste donc à l'implantation de ces rétables, et très souvent, lorsqu'on s'approche de ces rétables, je vous invite à le faire quand vous pénétrez dans les églises, vous regardez les colonnes torses qui sont de chaque côté du rétable, et vous remarquerez qu'elles sont souvent ornées de pampres de vigne et de feuilles de vigne, entrelacées tout autour des colonnes. C'est un symbole très fort dans l'Église catholique, mais ce que l'on sait moins, et que l'on voit moins, c'est que ça grouille de vie également. On voit par exemple des oiseaux qui grappillent les grains de raisin. Il faut s'approcher vraiment pour les voir. Ils sont souvent cachés. Ils ont été, hélas, également bariolés de peintures plus ou moins dorées au cours des siècles qui ont suivi. En tout cas, il y a des oiseaux, mais il y a aussi des angelots, des petits anges, petits, des petits chérubins, avec des ailes, qui grappillent eux aussi. Et puis, dans certaines églises, on voit autre chose. Ce ne sont pas des angelots, ils n'ont pas d'ailes. Et puis ils n'ont pas un vêtement qui couvre leur nudité, ils sont complètement nus, et ils sont sexués. Ce ne sont pas des anges, bien entendu, s'ils sont sexués, ce sont des petits Bacchus. Des petits Bacchus, que l'on appelle en réalité des petits. Les petits, en italien, veut dire petit garçon nu. Et ce sont des éléments qui viennent de l'Antiquité, où ils étaient déjà connus, pour être des symboles d'âge d'or et de fertilité. Donc l'Église catholique reprend, à la Renaissance, reprend ces éléments-là, et là, on les retrouve dans l'art baroque. Donc on voit ces petits Bacchus, dans une église chrétienne, ça peut poser problème. Sauf si on essaie de comprendre. Bien entendu, un évêque va lutter contre, c'est l'évêque d'Oloron qui, en 1706, va interdire les petits dans les églises. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va mettre d'ailleurs des angelots. En tout cas, ce qui est certain, si ce sont des petits Bacchus,
il nous ramène quand même à l'Antiquité grecque, il nous ramène à Dionysos, à Bacchus lui-même, avec sa cohorte de bacchantes, et d'éléments très, très folkloriques, si je puis dire. Ces petits Bacchus font référence à la religion orphique, la religion de Dionysos. Ils sont en lien également avec Apollon, le dieu soleil, le dieu de la Renaissance. Et quand on sait que la religion orphique est également la religion qui parle de la première, de la vie dans l'au-delà et de la résurrection, on comprend que l'Église catholique a intérêt de récupérer ces éléments-là. Et on voit que, sous prétexte de vigne, en fait, il y a tout un discours théologique qui est derrière. Donc ce n'est pas de vin, ni de vin de messe, bien sûr que l'on parle quand on voit ces retables baroques, c'est de choses très profondes. Et on voit comment cet élément donc, de notre alimentation, le raisin, le vin, peut donner accès à des réalités qui nous échappent complètement aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous approcher des retables baroques, quand vous visiterez des églises, vous aurez comme ça de belles surprises en regardant les détails de ces rétables. Mais, puisque j'ai parlé de libation, il ne faut pas oublier qu'à l'époque où l'on construit les rétables baroques, il y a un phénomène dans la société basque et pyrénéenne en général, même gasconne en partie, qui va marquer également les mentalités. Il y a une religion bis, si je puis dire, une religion domestique dans ces contrées-là. La religion officielle, le catholicisme, est là, bien là, avec ses temples, avec ses rétables baroques, mais il y a une religion populaire qui est entre les mains des femmes, les maîtresses de maison. Et en particulier une religion qui pratique des rites de bénédiction tout au long de l'année. On va chercher la lumière à l'église, on la ramène à la maison dans un champignon qu'on appelle l'amadou, les langues de bœuf qui poussent sur les arbres. On ramène ce feu à la maison et là on bénit les gens de la maison, on bénit le bétail, on bénit les pièces. Ce sont les femmes qui font ces rites-là. L'homme n'accomplit pas les rites. De la même manière qu'à l'église, l'homme ne peut pas accomplir de rites. C'est les femmes qui accomplissent les rites sur les sépultures, donc les hommes, pour ne pas les gêner, ont conçu des galeries pour eux. C'est l'origine des galeries dans nos régions. Donc, les femmes font ces rites-là. Mais il y a un seul homme, qui a le droit de pratiquer certains rites. C'est le charpentier. Le charpentier est un personnage très important dans la société traditionnelle. C'est un homme qui préside à la construction des maisons. Il aide les artisans et les voisins à construire la maison. C'est lui qui trace les plans de la maison quand il y a des plans. Je parle bien sûr de la société ancienne. Et le charpentier est également celui qui construit le cercueil. Donc il tient les deux bouts de la vie, si je puis dire. C'est un personnage qui est vénéré, qui est en tout cas respecté, et il touche au domaine de la mort. Donc il est plus près du monde des femmes que du monde des hommes. Lors des funérailles, il a plusieurs choses à faire dans la maison où a lieu le deuil. La première chose, il va prendre dans la pantille derrière la maison, ou à côté de la maison, il va prendre les planches de châtaignier qui sèchent là pour construire le cercueil. Chaque fois qu'il y a un décès, on renouvelle les planches, bien entendu, c'est la coutume. Donc il fait le cercueil. Puis, pendant que la famille se recueille devant la dépouille, il va dans l'escartia, cette grande pièce qui est au centre des maisons basques, il va construire une chapelle ardente avec des draps, des feuilles de laurier, il prend 2 chaises et on va poser le cercueil sur 2 chaises. Et là, il va se tenir près du cercueil, la famille va aller à la cuisine et le charpentier va accueillir les voisins pour la visite mortuaire. Et quand les voisins ont fait la visite, il ouvre la porte de la cuisine et fait rentrer les gens près de la famille. Mais on a recueilli, lors des enquêtes ethnographiques justement dont je vous parlais tout à l'heure, des témoignages en très petit nombre, 4 ou 5 simplement. On a recueilli quelque chose d'étonnant. Dans certains villages du Pays Basque, le charpentier qui se tenait près du cercueil, quand il voyait les voisins arriver, posait des verres sur le cercueil, versait du vin, et on buvait à la santé du mort. C'est vous dire la conception de la vie et de la mort que possédaient nos ancêtres. Faire des libations à la santé du mort, c'est quand même un signe de bonne santé. Alors voilà à quoi nous amènent les enquêtes ethnographiques, par exemple. Alors pour terminer, je vais quand même rappeler que le vin que nous évoquons ce soir ne doit pas faire oublier qu'il n'est pas la boisson principale de la société ancienne.
Les maisons peuvent en produire, mais en très petite quantité. C'est souvent une petite piquette. La boisson habituelle, c'est le cidre. Les vergers de pommiers ont disparu de nos paysages aujourd'hui, depuis très peu de temps d'ailleurs, depuis la mécanisation, hein, donc une époque récente, après-guerre. Et l'évolution des modes de vie a également fait beaucoup pour faire disparaître les pommiers. Aujourd'hui, ils reviennent, c'est tant mieux, mais je voudrais vous parler quand même de vin. Le vin, comme les alcools en général, ont connu le ressort après-guerre aussi. Et là, je vous livre un témoignage qui a été recueilli, lui aussi, lors d'enquêtes ethnographiques, en Soule cette fois, pour vous montrer que le vin était utilisé uniquement lors des grandes occasions. C'est un témoignage recueilli par une personne qui a vécu au début du XXe siècle, en 1908 exactement. Pardon, en 1912. J'ai souvenir que ma mère et mes sœurs décidèrent un jour de fêter le départ de mon frère qui partait zouave à Oran. Tous les parents, y compris les plus éloignés, furent invités. Ma mère et mes sœurs avaient consulté mon père. D'accord, avait-il dit, mais vous aurez tout le travail. Nous, on installera seulement les tables Escarazia, dans la grande pièce. Le salon étant trop petit. Alors, avec mon frère, mon père et le domestique, on a assuré l'installation. Puis, on a attelé les vaches et on est parti à Tardets chercher un tonnelé de 50 litres de vin, un rôti de bœuf et 2 pains de 5 kilos chacun pour compléter le pain de la maison. On était beaucoup à manger, environ 24 à table. Je me souviens de ce repas. On a mangé chalga, la soupe, dans l'assiette à calotte. Les hommes buvant cette soupe maison en faisant chabro, godalea, comme on dit en basque. Et puis, il y a eu une sauce de lapin. Puis, la poule au pot. Puis, le rôti de bœuf. Puis, le poulet rôti, avec des frites et de la salade. On mangeait beaucoup de salade à cette époque. Et enfin, le fromage maison, qui donna lieu à une grande discussion sur sa qualité et sur celle des fromages en général. Il y a eu aussi le masse-pain maison et le dessert avec les îles flottantes et le café. Pour couronner le tout, Godalette Tipia, le petit verre, pour les hommes uniquement, et la guardiente d'Espagne. Bien sûr, dans ce genre de repas, on ne fumait pas. Il n'y avait pas de vin bouché, ni de champagne, ni de vin blanc. On a pris simplement du vin rouge en guise d'apéritif, et on en prenait aussi en guise de pousse-café. Mais je précise, toujours du rouge sans eau. Le témoin, c'est Jean Marat Sabal. Et j'avoue, au fichtre, que soudain, j'ai le gosier très sec. Merci, monsieur Laval. Avez-vous des questions à lui poser sur les chemins de Saint-Jacques, sur... Il n'y a pas de randonneur pèlerin? Question? Oui, non, je n'ai pas de question. Ah non, pas de question. Bon, si tel est le cas, bien, merci beaucoup, monsieur Laval. J'ai appris, vous pensez qu'il a fait ça toute sa vie. J'ai appris en discutant avec lui que pendant 30 ans, il a été professeur, mais de physique. C'est donc une vraie passion. Merci. Je vous propose de vous rapprocher de l'apéritif et de la table. Mais il faut ressortir, malheureusement, et reprendre les manteaux. Dommage que la légende du vent du Sud n'ait pas marché au stade